vous propose qu'on démarre tout de suite. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette deuxième conférence du cycle Product Design du chapitre Interaction Design Association Nantes, IXDA Nantes. Merci de nous rejoindre ce soir. C'est une nouvelle fois un événement en ligne, puisque évidemment les circonstances nous y obligent. Alors je vais couper les micros des gens qui ne parlent pas. Parce que ça fait un peu de bruit de fond. Donc, peut-être quelques mots sur Interaction XDA Nantes, très rapidement. Donc, chapitre nantais de l'Interaction Design Association, qui est une confédération de communautés de professionnels du design dans le domaine du numérique, qui s'est constituée il y a une quinzaine d'années aujourd'hui, qui est une confédération extrêmement étendue, puisqu'il y a environ 120 000 personnes qui participent aux activités des chapitres sur toute la planète, extrêmement décentralisées aussi, sur un principe où chaque chapitre local, je dirais, est responsable de l'animation de sa communauté et d'organiser un certain nombre d'événements pour fédérer cette communauté. À Nantes, ça existe depuis 2 ans maintenant. Le principe, c'est que on ouvre ponctuellement des espaces de discussion et d'échanges avec des professionnels dans le domaine de l'interaction design, de l'UX design, du product design aujourd'hui. Je vais laisser Renaud, qui est avec moi ce soir, peut-être présenter plus particulièrement le cycle product design, puisque c'est lui qui a eu cette idée-là. En tout cas, on est ravis de pouvoir accueillir Ophélie ce soir avec nous. Le principe, c'est que toutes ces conférences aujourd'hui sont organisées en ligne, puisqu'on est en difficulté pour organiser des conférences présentielles depuis plusieurs mois, comme tout le monde. Et donc, on enregistre les conférences. Le format ce soir, ça va être à peu près une trentaine de minutes de présentation de la part d'Ophélie, qui va nous parler du contexte particulier de son entreprise Wino qu'elle a co-créée il y a maintenant 2-3 ans, même peut-être un petit peu plus si je ne me trompe pas, et puis qu'il puisse y avoir un temps d'échange à la suite de cette présentation. Alors, ce que je vous demanderais, c'est pendant la présentation d'Ophélie de garder les micros et les caméras coupées, histoire de ne pas avoir d'interférence sur sa présentation. Par contre, on pourra passer en mode vocal, le cas échéant, puisqu'on n'est pas extrêmement nombreux ce soir. On pourra passer en mode vocal sur les questions-réponses dans un deuxième temps, sur la deuxième partie de soirée. Voilà. Je vais donner la parole à Renaud, peut-être qu'il nous explique ce qu'il avait en tête quand il a proposé ce format Product Design. Et puis après, je laisserai Ophélie se présenter, nous présenter son parcours, ce qu'elle fait au quotidien, et puis les enjeux aussi de son contexte d'activité qui est assez spécifique, puisqu'elle développe une offre de service à destination d'un public professionnel, donc plutôt B2B. Renaud, si tu veux nous expliquer le cycle Product Design, c'est à toi. Eh ben, merci beaucoup Frédéric. Bonsoir à tous. Merci d'être venu à cette conférence AXDA. Donc, je vais faire court. L'idée avec cette série de conférences, c'est de présenter le métier de product designer et de montrer comment on est product designer au sein d'une startup, au sein d'un grand groupe, en freelance et chez l'annonceur. Et donc montrer voilà, la pluralité des activités du product designer en fonction de la structure au sein de laquelle il travaille. Et donc ce soir, on est très heureux d'accueillir Ophélie Lebras, qui est designer et CEO au sein de Wino. Ophélie Lebras a un parcours très intéressant. Elle a fait ses études à l'école design de Nantes. Elle a un double master, un master en design, information design, et un master en administration des entreprises. Donc, elle a travaillé pour des belles structures, notamment AXA. Elle a aussi travaillé pour DataGIF. Et donc, aujourd'hui, elle va nous présenter son métier de product designer et CEO au sein de la startup Wino. Bonjour à tous. Merci Frédéric et Renaud pour cette proposition de conférence autour du product design et de nous faire l'opportunité aussi de présenter la startup Wino. Donc, comme Renaud l'a dit, donc, je suis cofondatrice, CEO et responsable produit chez Wino. Donc, je vais vous raconter mon parcours.
rapidement, comme Renaud en a déjà dit 2 mots. Vous racontez aussi du coup l'histoire de Wino et puis les challenges que je rencontre aujourd'hui dans la société. Donc, j'ai commencé par des études de design graphique à l'école de design Nantes-Atlantique. Et puis ensuite, j'ai fait un master en information design et un second master à l'IAE en administration des entreprises. Durant ce parcours, j'ai effectué différents stages qui m'ont permis en fait de commencer à aborder le design numérique. Au début, c'était plus de l'UI, dans un stage à Berlin où j'ai commencé à développer des interfaces sur Photoshop. Puis au fur et à mesure, j'ai acquis un peu plus d'expérience au sein des sujets de l'UI et du product design. Et donc en fait, c'est à la fin de mon stage chez DataGIF que j'ai rejoint l'aventure Wino. Donc pour raconter un petit peu ce dont il s'agit, en fait, à la base, c'était un petit groupe d'étudiants d'une école à Montreuil qui s'appelle Éthique, auquel appartenait mon frère, qui donc avait eu l'idée de lancer une application tous ensemble, permettant du coup à un néophyte du vin de chercher une bouteille de vin selon différents critères et de pouvoir l'acheter chez un caviste près de chez lui via la géolocalisation. Et donc, on m'a proposé de rejoindre l'équipe, de devenir associée pour travailler sur le produit. Et donc, cette application, on y a travaillé pendant 2 ans, donc à partir de 2015, avec différents petits projets qu'on gravitait autour. Et c'est là où j'ai commencé à aborder justement le product design. Donc, à côté de ça, à la fin de mes études, j'ai rejoint le Data Innovation Lab d'AXA. Donc, c'était mon premier job. J'y ai passé 2 ans. C'était l'occasion de découvrir le monde du travail dans un grand groupe où le métier design était plus ou moins compris. Disons que je pense que le rôle tendait à évoluer au sein de l'entreprise, ça se structurait. Quand je suis partie, les différentes équipes de design à travers le monde chez AXA commençaient à développer des design systems, etc. Et donc voilà, ça évoluait. Et donc moi, je travaillais au labo en collaboration avec des product managers et les équipes techniques sur différents produits, donc vraiment dans le domaine du B2B. En fait, on développait des outils pour les métiers de l'entreprise AXA. Donc là, je vous ai mis 2 exemples. Il y a un outil d'analyse des risques émergents en analysant les données des médias et des réseaux sociaux. Et à droite, donc c'est une map qui fait de l'analyse des coûts liés à des accidents. Donc voilà, des domaines très spécifiques à l'assurance, B2B. Et puis, après, du coup, ces 2 années chez AXA, j'ai rejoint Quant. Donc là, on peut dire que c'est une grosse start-up, beaucoup plus sur des projets B2C, ce qui m'a un peu moins intéressée. Mais voilà, c'était quand même une expérience intéressante parce que là, je rejoignais une équipe un peu plus importante. Chez AXA, j'étais quasiment toute seule au labo. Là, il y avait une vraie équipe de designers qui était construite avec un lead qui m'a apporté beaucoup de choses. Et du coup, on a bossé sur le développement d'un nouveau design system, une refonte complète de Quant, ce qui était super intéressant. Et en fait, pendant cette expérience chez Quant, j'ai eu l'opportunité, donc j'étais toujours à travailler chez Wino à côté, donc c'était mes week-ends et mes soirées. Et du coup, j'ai eu l'opportunité de négocier une rupture conventionnelle. Et du coup, j'ai pu m'engager à plein temps dans le produit Wino. Et en fait, c'était plutôt, on va dire, le bon moment parce que à partir de la mi-2017, notre projet a complètement pivoté. Donc, comme je vous le disais, au départ, c'était une app B2C pour les amateurs de vin. Et puis, en fait, on a complètement changé. On est parti sur un outil de gestion et de vente B2B, toujours dans le domaine du vin. En fait, ce qui s'est passé, c'est que notre projet B2C n'était pas très viable. On n'avait pas monté de business model. Et puis, c'était un projet étudiant. Donc, voilà, il n'y avait pas de grosses contraintes, de gros sujets à ce moment-là. Et puis, en fait,
Voilà, c'était difficile d'acquérir des utilisateurs, on n'était pas connus sur le marché, mais en fait, en développant cet outil, on a fait connaissance avec les commerçants cavistes, parce qu'en fait, cette application nécessitait qu'on récupère des données de ces cavistes, justement pour que l'utilisateur final puisse aller acheter les produits en magasin. Et en fait, donc voilà, c'était le caviste était un acteur clé de ce premier produit. Et en fait, en échangeant avec eux, on s'est rendu compte en fait qu'ils étaient assez insatisfaits de leur outil de vente et de gestion, et qu'ils avaient un vrai besoin d'être équipés sur un outil beaucoup plus spécialisé et adapté à leur métier. Donc c'est comme ça qu'on a eu l'idée de Skywin aujourd'hui. Parce qu'en fait, si on regarde un petit peu la concurrence dans le domaine des logiciels de gestion et de vente, on retrouve des systèmes comme JDC, c'est des acteurs historiques du logiciel. C'est des outils très fermés, pas très user-friendly, qui vont être très complets, mais aussi très complexes, et donc qui ne sont pas évidents à prendre en main. Puis si on veut aller vers la digitalisation du commerçant, ça marche difficilement avec ce genre d'outils. Il y a d'autres acteurs très intéressants qui se lançaient aussi dans les logiciels de gestion. Là, je vous montre des interfaces de Tiller, qui est assez connu parce qu'ils ont levé pas mal d'argent. Mais eux, pour le coup, ils sont spécialisés sur un autre métier qui est la restauration. Voilà, c'est très différent. La restauration, c'est la prise de commande, la gestion de menus, des plans de table. Donc très différent aussi du métier de caviste. Donc voilà, le caviste, lui, il avait besoin d'un logiciel, et plus largement même le commerçant d'alimentation spécialisé, donc faire des épiceries, des fromagers, des magasins de thé, donc ce que sont nos clients aujourd'hui. Ils avaient besoin d'un logiciel qui leur permettrait de vendre aux particuliers et aussi aux professionnels, avec des modules de facturation. Donc là, je vous mets quelques écrans de notre application. Donc c'est une application iOS sur iPad. Ils avaient aussi besoin d'avoir un catalogue produit assez structuré, spécialisé pour les typologies de produits qu'ils allaient vendre. Donc pour du vin, du spiritueux, des produits en vrac, des paniers garnis, et un outil qui puisse gérer beaucoup de références à la fois, gérer les stocks, les ventes, l'approvisionnement. Et donc voilà, c'est en faisant tout ce constat qu'on s'est lancé dans l'aventure Wino en tant que logiciel B2B. Et en fait, on a démarré sa commercialisation en 2018. Donc le produit a grandi avec ses premiers clients. Certains ont essuyé les plâtres, nos bugs, des fonctionnalités qui manquaient. Mais voilà, les choses ont bien évolué. Aujourd'hui, on a des clients à travers toute la France. On a une équipe donc à plein temps composée de 10 personnes. 6 devs, une personne au marketing, de sales, un CTO, un directeur commercial et moi-même. Voilà un petit peu pour la présentation de notre projet. Maintenant, si je rentre un peu plus sur le sujet du product design, j'ai lu récemment sur le Medium du coup de The Design Crew une définition du métier de product designer que j'ai bien aimé en fait. Je trouvais qu'elle représentait bien la réalité de ce qu'est le product designer. Et donc, ils disent les product designers répondent aux besoins des personnes en y apportant des solutions qui s'inscrivent dans la continuité des objectifs d'une entreprise, mais aussi de l'environnement technique actuel et à venir. Donc, pour moi, ça résume bien le challenge principal du product design, qui est d'avoir vraiment une compréhension des objectifs business qui vont être amenés, donc beaucoup en relation avec le pôle commercial, mais aussi tout l'aspect gestion. Donc, il faut vraiment avoir un sens du business, il faut savoir se tourner vers les bonnes personnes, aller sur le terrain, qu'est-ce qui doit être vendu, comment, à quel prix, par quel marché. Voilà, c'est tout ça pour moi les objectifs de l'entreprise. Et maîtriser également l'environnement technique, donc quelles sont les contraintes existantes que, en tant que designer, je dois prendre en compte, quelles données doivent être affichées à tel moment, pourquoi, quand je peux ou pas modifier une donnée, voilà, tout ce qui touche à l'environnement technique. Donc, chez Wino, la chance qu'on a, c'est qu'en fait, l'équipe fondatrice, elle est plutôt bien composée, parce que justement, on va avoir un trio de compétences. Donc, il y a un des cofondateurs qui est directeur commercial, dédié à la vente du produit. Et il y a le CTO qui est en charge du développement et aussi de la maintenance technique. Et donc voilà, mon rôle en tant que product designer et en tant que CEO aussi, c'est vraiment de faire le lien entre ces deux pôles pour concevoir le produit.
pour du coup maîtriser justement toute cette conception. Donc, d'un côté, je dois être à l'écoute des sales, absorber les informations qu'ils me transmettent sur leur compréhension du marché, parce que forcément, l'équipe sales, elle va être toujours en contact avec des prospects, avec donc les prospects, c'est les futurs clients ou avec les clients existants. Et en fait, il y a 2 moments qui sont intéressants pour le designer dans un rendez-vous sales. C'est avant la démonstration, en fait, un sales, il va s'intéresser au profil du commerçant prospect pour essayer de mieux le connaître, comprendre quelles sont ses activités, comment structurer sa société, quels sont ses objectifs, pour ensuite pouvoir cibler la démonstration en appuyant sur les fonctionnalités qui seraient le plus susceptibles de l'intéresser. Et puis le deuxième moment intéressant que peut écouter le designer, c'est la présentation du produit, parce que le prospect va avoir des questions à poser sur le fonctionnement, sur la manière dont on répond à certains de ses besoins. Et donc voilà, c'est plein de connaissances super intéressantes. Moi, en tant que présidente de la société, j'ai aussi été amenée à faire de la vente, à faire des rendez-vous clients. Du coup, j'ai toujours capté plein d'informations et voilà, ça me paraît super formateur. Et voilà, en tant que designer produit dans une petite ou grande société, je pense que même si on ne va pas forcément aller se déplacer avec des commerciaux à droite à gauche, ça peut être toujours sympa de demander au commercial une oreillette lorsqu'il fait une vente à distance et voilà, de capter un petit peu ce qui se passe. Donc, pour l'environnement, la compréhension de l'environnement technique, moi, c'est vrai que j'ai pas de background design, de background technique. Comme je vous disais, j'ai fait des études de design graphique à la base, puis je me suis formée à l'UI, au design produit, plus avec l'expérience des stages, mais pas spécialement de connaissances techniques. Et effectivement, pour construire un produit, des nouvelles fonctionnalités, c'est très important de comprendre quelles sont les possibilités, à quelles contraintes on va être confronté pour s'assurer que la solution qu'on apporte soit la bonne. Donc la chance que j'ai, c'est en fait le CTO, c'est un des cofondateurs, donc forcément je m'entends bien avec lui. Il a vraiment la capacité de m'expliquer toute la complexité de l'environnement technique de manière très pédagogique. Si vous vous intéressez un petit peu plus largement, donc pas que le product design, mais le product management, c'est souvent un conseil qu'on retrouve beaucoup. On dit souvent, en tant que product manager, c'est toujours bien d'avoir un binôme tech pour pouvoir lui poser toutes les questions, même les plus bêtes possibles, pour voilà, tout comprendre. Et en fait, je pense que pour le designer, c'est pareil, c'est super important qu'il puisse avoir ce binôme technique avec lequel il va pouvoir échanger pendant toutes les phases de conception. Et je pense aussi que le designer, il a sa place dans des réunions plus techniques, où il y a des prises de décision sur des choix techniques à faire, parce qu'en fait, comme on a une compréhension du métier très large, de toutes les fonctionnalités, potentiellement, on va pouvoir déceler des enjeux qui vont faire évoluer les décisions des équipes tech. Donc voilà, finalement, le gros challenge, c'est vraiment d'être à l'écoute et de communiquer avec les pôles sales et techniques pour penser le produit en cohérence avec son marché et son environnement technique. Et un autre élément que je voulais aborder, c'est une autre équipe aussi avec laquelle c'est super important de se rapprocher. On peut apprendre beaucoup, c'est l'équipe Customer Success ou Customer Support. Donc, c'est les personnes qui vont répondre aux clients quand ils vont avoir des questions, quand ils vont démarrer l'utilisation du logiciel, ou au fur et à mesure aussi quand ils vont avoir des demandes de fonctionnalités ou remonter des bugs. C'est un très bon moyen de comprendre les utilisateurs et leurs problématiques. Encore une fois, comme nous, on est une petite équipe, j'ai passé pas mal de temps sur le support client et ça permet d'acquérir pas mal de connaissances. Et je sais que des entreprises comme Alan, par exemple, donc une grosse start-up française qui a levé beaucoup d'argent, je sais que c'est une chose qu'ils mettent en avant, c'est justement que tout le monde dans leur équipe participe au support client pour justement garder toujours ce contact avec le business et être au cœur des besoins. Donc là, le screen que je vous ai mis, c'est Intercom. Nous, c'est l'outil qu'on utilise qui est vraiment pas mal pour le support.
Notamment, il y a des systèmes de tags. Donc, ça permet de taguer des conversations sur des tags qu'on aurait définis par type. Par exemple, moi, j'ai défini des tags bug, feature request. Il y a aussi des tags par typologie de solution ou par fonctionnalité. Et ça permet d'avoir un peu une vision globale des problématiques existantes pour pouvoir penser les améliorations. Et il y a un autre outil aussi qui est très intéressant qu'on utilise, qui est Harvester, qui est lui vraiment un outil de product management qui va centraliser en fait tous les besoins qui vont remonter des clients et des prospects. Donc l'idée, c'est qu'au fur et à mesure, donc on va classer ces besoins par fonctionnalité. Et du coup, ces fonctionnalités vont avoir chacune des scores. Et plus la fonctionnalité va être demandée, plus son score va être haut. On peut aussi, si on veut justement prendre toujours cet aspect business en compte, regarder quels clients ont plus de poids dans le business, donc quels clients nous rapportent le plus d'argent globalement. Et peut-être que du coup, si eux nous demandent des fonctionnalités en particulier, ça gonflera le score de la feature et ça voudra dire que c'est une fonctionnalité qui est encore plus importante à développer et qui doit passer en priorité. Hop. Donc voilà, comme je vous disais, voilà, pour moi, c'est vraiment le product design, c'est savoir interagir avec tous les pôles de l'entreprise pour pouvoir concevoir finalement dans de bonnes conditions en prenant en compte toutes ces contraintes. Donc voilà, pour moi, ça, c'est les premiers challenges du product designer. Il y a une seconde typologie de challenge, pour moi, c'est la complexité du produit. Donc le fait, en tant que designer, d'arriver à apporter des solutions à des problèmes complexes, du coup, d'arriver à rendre la complexité lisible, fluide, logique. Et c'est vraiment le cœur du job du product designer. Et voilà, et du coup, si je regarde un peu chez Wino comment ça se passe, dans notre produit B2B, la complexité, elle est à 3 niveaux. Il y a une complexité qui va être plus fonctionnelle, une complexité plus orientée sur le métier et une complexité technique. Donc, pour donner un exemple, par exemple, de complexité fonctionnelle, Wino, dans son logiciel, va traiter la gestion du commerce, de l'approvisionnement aux fournisseurs jusqu'à la vente finale, aux particuliers, aux professionnels et sur les canaux de vente en ligne. Et de ce fait, en fait, le workflow sur lequel on intervient, il va être important. Et donc, ça veut dire que le produit va intégrer beaucoup de fonctionnalités différentes. Et ces fonctionnalités, elles sont loin d'être indépendantes les unes des autres. Et ça crée vraiment de la complexité dans la conception parce qu'on doit être capable de penser chaque élément indépendamment, mais en même temps d'avoir une vue des liens entre les différentes fonctionnalités et donc comprendre l'impact que va avoir un élément sur un autre. Par exemple, aujourd'hui, nous, on développe des interfaces qui permettent aux commerçants de générer des commandes à ses fournisseurs. Jusque-là, OK, il n'y a rien de compliqué. Il va rentrer des produits pour sa commande, indiquer des quantités, indiquer des prix d'achat. Mais en fait, quand ces données vont être enregistrées, elles ne vont pas être juste enregistrées sur la commande, elles vont finalement être intégrées à plein d'autres modules du logiciel. Et ça, il faut pouvoir le prendre en compte dès le début pour que voilà, on ait une bonne compréhension de l'ensemble du fonctionnement. Par exemple, une commande, ça va avoir de l'impact sur les stocks du produit, logiquement, sur le calcul de la valeur de stock générale du commerçant. Ça va avoir de l'impact aussi potentiellement sur le calcul des prix de vente des produits. Potentiellement, les commerçants n'ont pas les mêmes méthodes de calcul, donc il va falloir définir des différentes règles, différentes pratiques. Voilà, en gros, c'est pour vous dire qu'à tous les niveaux, l'un des challenges, c'est de savoir anticiper ce qu'impliquera tous les nouveaux développements de fonctionnalités. Et donc, ça nécessite d'apporter pas mal de spécifications en plus des interfaces. Donc, ce n'est pas que des interfaces visuelles, mais il y a aussi beaucoup d'écrits, je pense, à faire pour expliquer tout cela. Donc, nous, on utilise un logiciel un outil qui est Notion, qui sert à documenter et puis qui est plutôt bien fait et qui donne envie du coup de rédiger cette documentation parce que c'est pas toujours la chose la plus sympathique, mais je le recommande si vous ne l'avez jamais essayé. Et l'outil sur lequel je vous ai fait le schéma juste avant, c'est Excalibur. C'est un autre outil qui est très
très intéressant pour, voilà, par exemple, avoir des échanges avec les équipes techniques sur, justement toutes ces fonctionnalités, le lien entre elles et comment tout ça va fonctionner. Hem, un Une autre complexité pour moi, c'est, la complexité métier. Donc c'est vraiment celle-là très liée, au B2B. Mais, donc quand on va être sur un produit B2B, on va forcément avoir des connaissances, spécifiques sur des sujets, finalement assez techniques. Par exemple, chez Wino, tout un pan du logiciel relève des sujets comptables. Donc voilà, ça c'est des sujets techniques. Ou encore, quand, sur Wino, on va aborder, pas mal, le sujet du vin, des produits spécifiques. Donc il faut maîtriser aussi le vocabulaire, savoir, qu'est-ce qu'un millésime, une appellation, sur les bières, les styles de bière, et cetera. Donc, forcément en tant que fondateur et enfin, et co-associé, vu que nous, on a beaucoup échangé avec nos clients, on a acquis au fur et à mesure cette connaissance métier. Mais tous nos collaborateurs qui arrivent, au fur et à mesure dans la société, eux n'ont pas cette connaissance au départ. Donc nous, on essaie par exemple de les amener, rendez-vous clients ou aussi de les faire participer au support pour qu'ils acquièrent cette compétence. Mais c'est vrai que, les équipes vont être amenées à évoluer. Donc il faut savoir diffuser cette connaissance au fur et à mesure pour que tout le monde ait une bonne compréhension, du métier. Et donc je pense qu'en tant que designer produit, on doit être capable de documenter, tout ça, de savoir rédiger, sur les sujets autour du produit, sur les métiers. Donc voilà, en fait, c'est ce que je vous montrais, en vidéo, donc c'est toujours Notion et c'est le genre de document que je rédige sur, quel est le métier du commerçant pour que, voilà, tout soit clair pour les équipes techniques, qui vont développer. Et donc c'est, faire venir les équipes, en rendez-vous, les faire participer au support et diffuser l'information, tout le temps. Et pour moi, le troisième point de la complexité, qui est, plutôt logique, c'est, la complexité technique, qui vont forcément nécessiter des adaptations du produit. Par exemple, nous, on a des contraintes chez Wino, liées à l'utilisation de notre logiciel. La première, c'est que nos utilisateurs, en fait, ils utilisent nos logiciels du matin au soir, du lundi au dimanche, et qu'ils ont besoin même sans internet, par exemple, de pouvoir, utiliser le logiciel. Donc on a des contraintes, offline qu'il va falloir gérer avec des bases de données locales, sur le cloud qui vont, générer d'autres contraintes un peu plus fonctionnelles. Ou encore, comme on génère des ventes, les clients font des ventes tous les jours et en fait, on génère des milliers de données, chaque jour pour tous nos clients. Et c'est aussi des choses qu'on doit prendre en compte dans la conception parce que, par exemple, voilà, on doit designer un écran de statistiques. Comment on va afficher, un calcul de statistiques, en 1 seconde? C'est pas forcément possible. Donc, comment on va, faire patienter l'utilisateur, devant son écran? Ou alors, on veut lui faire exporter des données, lui permettre d'exporter des données qui sont des gros lots de données. Est-ce qu'il ne faudrait pas privilégier des envois par mail plutôt que du téléchargement directement sur l'outil? Voilà, donc c'est plein de choses, à penser, pendant la conception, liées aux contraintes, techniques. Donc voilà un peu pour moi les 3 pôles de complexité liés au product design, sur lequel, voilà, il est intéressant de s'attarder. Et donc, j'ai un troisième point à aborder, au sujet des challenges. Là, nous, c'est un challenge qu'on a, on est en plein dedans, en fait, dans Wino. C'est la refonte de notre produit. Donc en fait, on est sur le développement d'une nouvelle version, parce qu'à la base, notre V1, voilà, c'était un prototype, c'est devenu notre, V1. On a commencé à le commercialiser, mais quand on a fait ces premiers développements, en fait, on n'avait pas idée de la complexité, du produit qu'il allait falloir développer, notamment l'architecture des données à prévoir. Donc aujourd'hui, on a beaucoup de choses à revoir sur cette, nouvelle version. Donc on veut déjà étendre le marché à l'ensemble des commerçants alimentaires spécialisés. Donc aujourd'hui, on est très, vous l'avez vu et même dans mon discours sur les cavistes et un peu de l'épicerie fine, mais on veut aller, sur tous les autres métiers. On veut répondre aux attentes des, petits commerçants, mais aussi des moyens et grands, donc au réseau, donc avec des sujets de multi-boutiques. On veut prendre en compte des besoins métiers qu'on n'a pas pu traiter jusque-là et sur lesquels, on pouvait pas, des sujets qui ne pouvaient pas être traités dans la V1 parce qu'en fait, on avait de la dette technique existante. Donc ça aussi, c'est un gros sujet, la dette technique sur, l'évolution du produit et de ses fonctionnalités.
Et enfin, l'idée, c'était de créer une nouvelle UI, un nouveau design system. On en avait développé un en 2017, mais qui n'était pas vraiment optimisé. L'idée, là, pour gagner du temps sur notre front, c'est de développer un nouveau design system. Donc, c'est vrai que quand on développe un produit de zéro, enfin, je dirais pas que c'est facile, mais on a un petit peu moins de contraintes à prendre en compte. Là, ce qu'il faut, c'est pouvoir être viable avec les utilisateurs existants et leurs données existantes. Donc, si on voit des schémas de données, comment on va l'afficher sur des nouvelles interfaces viable avec les fonctionnalités existantes. On ne va pas modifier complètement une fonctionnalité par rapport à ce qu'il y avait avant, parce qu'il faut avoir une continuité. Il faut que ce soit aussi assez compréhensible en termes d'expérience utilisateur pour les utilisateurs existants qui ont déjà leur habitude avec l'outil. Donc, le gros challenge, et l'un des gros challenges supplémentaires qu'on va avoir, c'est que, en fait, on ne veut pas sortir notre V2 finalisé. Parce qu'en fait, on sait que notre développement va prendre du temps. C'est environ 1 an et demi. Et donc, en fait, on va devoir faire cohabiter les 2 solutions. Parce que, en fait, si la V1 elle évolue plus et que tout le monde se concentre sur la V2 et qu'on ne la propose pas à nos clients, ils vont avoir l'impression que rien ne se passe. Et en fait, on est sur un modèle SaaS d'abonnement. Et c'est le principe en fait du SaaS, c'est que les clients ils payent chaque mois, donc ils vont voir un produit évoluer. Donc il faut réfléchir dans notre refonte à comment sortir ce produit au fur et à mesure. Et donc l'idée déjà, c'est d'essayer de le sortir par module, donc par grosse fonctionnalité. Donc la vente professionnelle, un module répertoire client, un module de statistiques. Et l'autre gros point aussi, c'est que en fait, vu qu'on a accumulé beaucoup de connaissances sur nos clients, en fait, on a quand même une bonne idée de là où on veut aller, d'une version bien complète de notre solution. Mais encore une fois, on ne va pas pouvoir lancer, même pour chaque module, la version définitive parce que, pareil, ça va être trop long. Enfin, faut montrer que ça évolue. Donc, il faut que sur le product management, je pense, chaque module que je conçois, sa V0, sa V1 et sa V2, parce qu'aussi, quelqu'un dans l'équipe tech, ça ne va pas forcément être évident pour lui de s'adapter et de comprendre quelle est la première version et la dernière si je lui en propose qu'une finale. Donc voilà, c'est un gros travail à mener pour construire la nouvelle version. Et on voit bien encore qu'il faut cette vision macro très large et en même temps une vision micro de ce qui est prévu en termes de développement. Et un autre point également qui était, auquel je n'aurais pas forcément pensé avant, c'est on doit également penser les fonctionnalités d'un point de vue front et d'un point de vue back et data. Par exemple, il y a des fonctionnalités en front, on se dit ça peut attendre, on pourra la développer plus tard sur un prochain module. C'est pas forcément critique. Mais en fait, quand on commence à discuter un petit peu avec les équipes techniques, elles nous disent attention, ça remet tout en cause les schémas de données prévus. Si nous, en bac, on ne développe pas ça maintenant, ce ne sera pas possible de le faire plus tard. Ça deviendra trop compliqué. Donc voilà, c'est des choses aussi auxquelles il faut penser. Donc voilà, la refonte, les gros challenges, je pense, c'est vraiment être ultra organisé, structuré, documenter tout ce qui est prévu. Je ne sais pas s'il y a certains d'entre vous qui ont déjà été amenés à faire des refontes produits, mais en tout cas, je serais très intéressée de pouvoir échanger à ce sujet, d'avoir des retours d'expérience sur les difficultés, les méthodologies, ce qui a été mis en marche pour que les développements se passent bien. Donc voilà, j'ai fait le tour autour du product design et de mon expérience chez Wino. Je ne sais pas si vous avez des questions. Merci Ophélie. N'hésitez pas, on est en relativement petit comité, donc n'hésitez pas à poser des questions en direct, en particulier par rapport à ta dernière apostrophe. Si certains ont envie de partager leur expérience, effectivement,
Mm. C'est l'occasion ou jamais. C'est aussi, enfin, l'idée, c'est que ce soit interactif et que ça aille dans les deux sens, hein. Philippe peut aussi vous poser des questions. Voilà. Je ne sais pas si quelqu'un veut se lancer dans l'audience sur une première question. Ouais, j'aurais une première question, moi. Je ne sais pas si je dois mettre la caméra ou pas. Oh, c'est comme on le sent. Bon, bah, à ce moment, je la pose, ce sera plus simple. Moi aussi, je travaille dans la conception de produits B2B. Et j'aurais une question par rapport au design system, parce que mine de rien, le design system, c'est un coût technique, c'est un coût en temps design, et parfois l'efficacité n'est pas toujours là. Ouais. Donc, pour vous, comment vous percevez, en tout cas dans votre entreprise, cette refonte avec le design system? Je pense qu'on n'est pas forcément suffisamment avancé pour pouvoir te faire un retour sur son efficacité. En tout cas, je sais que sur la première version qu'on a développée, moi, j'avais, je pense, pas assez de connaissances sur le sujet. Et c'est vrai que c'était assez nouveau aussi, on en a beaucoup moins parlé. Et je sais que, enfin, voilà, il n'était pas idéal. Là, sur la V2, pour le moment, ça marche pas trop mal. C'est vrai que ça demande pas mal de boulot à moi et aux équipes techniques, mais en fin de compte, après, je pense que ça dépend aussi des technos utilisés derrière. Mais nous, du coup, là, sur les premiers composants qu'on a pu développer, ça permet derrière de construire très rapidement nos prochaines pages. Donc, c'est plutôt utile. Après, si tu as envie d'échanger à ce sujet-là aussi, d'un point de vue technique avec notre équipe, c'est avec plaisir. Cool, merci. Ah. Une autre question? N'hésitez pas, hein. Le micro est ouvert. J'associe mes coordonnées s'il y en a qui sont intéressés d'échanger après. Moi, j'avais envie de te poser une question, Ophélie, puisque toute Ouais. personne a l'air de se lancer. Tu as deux titres sur ta carte de visite, product designer et présidente. Est-ce que c'est facile de jongler entre les deux fonctions, on va dire? Comment ça se passe et en quoi est-ce que les expériences que tu as pu accumuler t'ont servi dans cette double prise de responsabilité et de risque? Ouais, bah, je trouve que c'est pas évident de conjuguer les deux. Enfin, aujourd'hui, en fait, mon temps passé au product design, il est assez faible et je me rends compte que rapidement, on va avoir besoin d'embaucher sûrement une personne, soit un product manager en plus ou un designer pour vraiment pouvoir structurer le produit. Parce que ouais, j'ai pas, jongler entre les deux, ça demande du temps parce qu'effectivement, sur la partie gérance, présidence, il y a pas mal de choses à faire. Après, comme je disais, je pense que il y a certains sujets via le poste de président qui fait que je suis ultra proche du business, que je connais très bien les clients, que je connais très bien les besoins. Donc, je pense que j'ai une bonne vision pour la conception. Là-dessus, ça aide. Je sais vraiment là où il faut aller. Mais après, quand il y a tout un travail, notamment au fond de spécifications pour les équipes techniques qui sont arrivées il n'y a pas si longtemps, qui n'ont pas du coup forcément une très bonne connaissance du produit existant et du métier, ça demande pas mal de temps et c'est vrai que je l'ai pas forcément. Mais voilà, aujourd'hui, on fait au mieux. Et puis, la chance que j'ai aussi, c'est que les associés qui travaillent avec moi, donc, ils ont fait soit le commercial ou le CTO, donc une école du numérique, où ils ont abordé à la fois des aspects design, tech, marketing. Donc, ils savent ce que c'est le design produit, même si ce n'est pas leur cœur de métier. Et du coup, ça facilite aussi le travail parce que le CTO, il va pouvoir pas mal accompagner les équipes sur le produit. Comme moi, je ne suis pas toujours disponible là-dessus, ça, je peux totalement lui faire confiance.
Et le commercial aussi va pouvoir nous faire des retours super pertinents parce qu'il connaît très bien le produit et il sait aussi ce que c'est pour faire évoluer le produit, aller vers une solution idéale. Une autre question? Vous êtes... Oui, moi j'ai une question, je ne sais pas si on m'entend. Oui, oui. Bonsoir David. Bonsoir. Oui, moi ce qui m'intéressait, c'est plutôt ta démarche dans la conception, notamment vis-à-vis des utilisateurs, dans les tests utilisateurs aujourd'hui. Donc ce que je comprends déjà, c'est que tu as multiples casquettes. Je me posais la question, est-ce que vous êtes plutôt du genre à faire une petite fonctionnalité, vous la lancez sur le terrain et vous voyez les retours et vous itérez pour améliorer, ou non, tu passes d'abord sur une phase de test utilisateur avec une phase de conception plus ou moins longue? Et dans ce cas-là, est-ce que tu as un groupe d'utilisateurs dédiés? Et dernière question dans tout ce package, c'est est-ce que tes utilisateurs sont également tes acheteurs directs? C'est toujours le cas dans le B2B, notamment dans mon cas. Ouais. Je dirais qu'aujourd'hui, on ne fait pas énormément de tests utilisateurs avant de lancer la fonctionnalité. En même temps, on va dire que notre produit actuel, c'est un gros test de l'ensemble de nos fonctionnalités déjà qui nous permet d'avoir beaucoup de retours donc, pour savoir comment faire mieux. Donc c'est vrai qu'on va... L'idée, c'est que en fait, notre bêta sur la refonte, on la lance pas auprès de tous nos utilisateurs d'un coup, à la fois pour c'est lié à des contraintes techniques, mais aussi ça nous permettra, je pense, d'avoir des retours avant de le lancer auprès de tout le monde. Je ne sais plus quelles étaient les autres questions. Ça s'enchaîne, c'est sur le panel, c'est-à-dire comment tu les identifies. Est-ce que tu as des utilisateurs clés, on va dire privilégiés avec qui tu travailles? Ouais, alors nous, on a identifié certains... nos utilisateurs, du coup, c'est vraiment nos clients, ceux qui ont le produit. On a identifié certains qui sont là depuis un moment et qui nous font des retours pertinents. Et aussi, on essaie d'avoir des typologies d'utilisateurs différentes, parce que même si c'est tous des commerçants, ils vont avoir des activités un peu différentes, des manières de faire différentes. Donc, je pense qu'on essaie d'avoir un panel qui représente différentes typologies pour répondre derrière au plus grand nombre de manière satisfaisante. Ok, et si je peux enchaîner sur une autre question. Moi, je suis product manager, donc je collabore régulièrement avec différentes parties prenantes, notamment des designers. Toi, donc je répète, tu es multiples casquettes. Comment tu verrais ta collaboration demain si tu avais un product manager ou si c'était l'inverse, tu peux abandonner le poste de product designer pour aller faire du product management? Quelles sont les frontières? J'ai l'impression que parfois, ça peut se marcher un peu dessus. C'est vrai que là, moi aujourd'hui, je fais un peu, je fais un peu tout parce que de toute façon, on n'a pas de product manager. Et je sais que j'aurais du mal à lâcher la partie quand même conception d'interface, mais voilà, à un moment donné, on peut pas tout faire non plus. Je pense que pour moi, le product designer, il va vraiment faire le lien du coup, entre la tech et le designer, parler au business, et je pense disperser toute cette connaissance pour essayer de donner des directions en fait aux uns et aux autres, sans imposer. Après, c'est vrai que c'est difficile là, de se projeter en se disant quelle position j'aborderais si demain il était là. Je pense que ça nécessiterait d'avoir pas mal de réflexion, mais par exemple, pour parler de product management, je m'y intéresse pas mal, mais c'est pas mon métier de base. Je pense que j'aurais pas mal à apprendre sur le sujet. Merci. Une autre question? Vous êtes très timide ce soir. Hein. Faut pas hésiter. Hein. Bonsoir. Bonsoir. Non, en fait, j'ai pas vraiment de questions. Merci pour tout ce que vous avez dit. En fait, c'est assez inspirant parce que j'ai un peu le même parcours que toi. Je suis en double diplôme à l'IAE. Et en parallèle de ça, je suis en CARE, mais le UX m'intéresse, mais j'ai pas vraiment de notion pour l'instant. Et du coup, ton parcours a montré qu'on peut tout à fait se lancer dedans, même si on vient
à Gong, Là, je pense tout à fait que si c'est un domaine qui t'intéresse, c'est pas forcément nécessaire de repartir dans des études. C'est vraiment je pense, des métiers où on apprend beaucoup en faisant, en étant en entreprise. Donc après, voilà, il faut avoir la chance d'avoir des entreprises qui te laissent l'opportunité d'être peu connaisseur et du coup d'apprendre. Je pense que c'est bien après d'être bien entouré pour évoluer, mais je pense que c'est possible. Merci. Merci. Une autre question, une réaction, un témoignage, un commentaire? Ouais, j'aurais aussi une réaction. C'était intéressant aussi de montrer les outils que tu pouvais utiliser. Parce que du coup, en fait, mine de rien, il y en a pas mal. Ouais. Et, en fait, dans toute la conception de design produit, il y a toujours plein d'outils et parfois on s'y perd un petit peu. Donc là, ça avait l'air assez clair, en tout cas. Ouais. Bah, c'est vrai qu'après, j'ai pas parlé des produits, des outils de base designer qui vont être Figma ou Sketch, outils de prototypage et tout ça, mais effectivement, il y a tout un panel. Et voilà, j'ai essayé de vous montrer d'autres outils, plus il y a de la documentation ou alors un peu plus au product management, qui peuvent être intéressants d'aborder. Une autre réaction, une autre question? Oui, moi j'avais une question. Merci Ophélie déjà pour la présentation. J'avais une question concernant l'analytique. Est-ce que tu mets en place un programme d'analytique? Et si oui, comment tu utilises ça pour améliorer en fait ton produit Ok. en continu? Sur l'avion, on l'a pas du tout fait. Comme je disais, c'était enfin, voilà, on est parti d'un prototype et bon, on est une petite équipe, donc on ne pouvait pas tout faire. Mais c'est vrai que ça aurait été ultra intéressant d'avoir tous ces retours sur l'utilisation de notre produit. Nous, du coup, ce qu'on a plus fait, même si c'est pas, même si je pense que c'est un peu biaisé, mais c'est demander à nos clients, dès qu'on en signe un, de ne pas hésiter à nous faire des retours. Après, on allait beaucoup les voir aussi. Là, sur la V2, c'est vraiment quelque chose qu'on veut mettre en place. Alors, je ne sais plus le nom des outils qu'on veut utiliser, mais c'est des choses comme Segment, voilà, qui pourraient nous aider à traquer mieux, à commencer à traquer l'utilisation de notre solution pour être un peu plus précis sur les points à améliorer. Et si tu utilises toi-même des outils, je suis intéressée de savoir ce que tu mets en place. Oui, c'est vrai, François, dis-nous ce que tu fais. Bah, justement, c'est un peu, c'est un peu les domaines qui sont pas simples. Enfin, en tout cas, je sais que chez nous, c'est pas forcément là qu'on est les plus performants, parce que c'est pas simple. On avait l'habitude de faire beaucoup de qualitatif, et là, le passage au quantitatif n'est pas toujours simple pour les designers qui n'ont pas toujours toutes ces compétences-là. Alors, Il faut travailler étroitement avec les équipes techniques, je pense, sur ces sujets-là. Oui, mais le passage entre justement le mélange technique et puis design qu'il peut y avoir sur cet aspect-là, il n'est pas toujours simple. Oui, c'est sûr. Après, ça dépend aussi du nombre d'utilisateurs que vous avez. Ça représente beaucoup d'utilisateurs En fait, on a à peu près 160 points de vente, donc avec plusieurs employés dans chaque point de vente. Je ne saurais pas dire exactement, mais c'est peut-être 400 ou 500. Quelque chose comme ça, ouais. Mais je pense que c'est toujours intéressant et ça a amené à évoluer. Donc, je pense que c'est vraiment des choses à mettre en place. Ouais. Peut-être certaines personnes ici ont de l'expérience sur l'analytique et qui pourraient faire un retour, parce que moi, ça m'intéresse en tout cas, personnellement. Alors, est-ce que quelqu'un a un retour d'expérience à faire sur l'analytique? Si personne n'en a, c'est
c'est pas grave. Hein. Pour de l'analytique, nous, on utilise 2 outils. On utilise un en design qui s'appelle Maze, qui permet d'avoir du quanti et du qualitatif sur des tests de fonctionnalité quand on hésite entre 2 représentations. Et après, sur l'analytique, une fois le produit lancé, on utilise Matomo, ça permet d'avoir des heatmaps. C'est un équivalent à Hotjar. Ok. Le micro est toujours ouvert. Commentaires, réactions, contre-réactions. Et du coup, là, le rôle du designer dans ce retour d'expérience sur l'analytique, donc effectivement, lire des données sur Hotjar, c'est OK, là, le designer, je vois le rôle qu'il peut avoir. Mais sur l'implémentation et sur la définition des objectifs à mesurer, quel est le rôle du designer ou du product designer? Je pense qu'il peut tout à fait intervenir, qu'il doit tout à fait intervenir dans cette phase de planification en fait, du tracking pour ensuite pouvoir tirer des conclusions et faire évoluer le produit. Après, on peut dire que c'est le product manager qui va plutôt intervenir, qui va peut-être pouvoir faire l'analyse et la retransmettre au designer derrière. Je pense que ça dépend après la taille de l'équipe. Merci en tout cas pour tous ces retours. Est-ce que vous avez une dernière question pour Philippe, peut-être on arrive à 1 heure de conf à peu près. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous auriez envie de lui demander, ou de partager avec elle, le cas échéant? Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'aurait pas abordé ou qu'elle n'aurait pas abordé ce soir? J'ai une autre question. Il faut le faire. C'est le moment. Oui, j'arrive. J'avais coupé mon micro, désolé. Ouais. C'est pour les versions. Donc, j'ai vu qu'il y avait des 1, 2, 3 versions. Bon, j'imagine plus ou moins en fonction des fonctionnalités ou de ce que tu veux lancer. Néanmoins, j'ai vu ce que tu nous montrais, c'est des choses assez finies. C'est-à-dire que, est-ce que quand tu imagines une fonctionnalité ou carrément un nouveau module, alors je ne sais pas comment est basée l'application derrière, c'est déjà sur des maquettes très finies où tu sais où tu veux aller et qu'en gros, c'est plus un découpage ensuite où tu vas affiner ta maquette principale où tu as l'ensemble de tes fonctionnalités pour te dire, voilà, on va d'abord faire ça et on va faire ça et on va faire ça. En gros, est-ce que tu es sur quelque chose de très fini dans l'idée et potentiellement sur une temporalité très longue, très lointaine, ou est-ce que non, tu te dis d'abord, je vais finir le plus court, le plus rapide, le plus light, en ayant quand même en visibilité ce que je veux finir? Ça, c'est une bonne question. En fait, j'ai réfléchi, je me suis questionnée là-dessus justement en commençant cette nouvelle version. Justement, l'un des premiers modules qu'on a développé sur la gestion de l'approvisionnement, j'étais partie sur la version finie avant de me rendre compte qu'en fait, on n'allait pas pouvoir la développer tout de suite. Donc, il fallait faire un peu de retour en arrière pour arriver à la première version développée. Et j'essaie de toujours, et du coup, là, pour les développements des autres modules, j'essaie d'avoir en tête un peu comme là où il faudra aller pour s'assurer que l'implémentation, au fur et à mesure, tout ne va pas basculer et tout va pas changer. Mais du coup, là, de partir plutôt sur d'abord la V0, pas designer forcément la dernière version au départ. Parce que sur le moment, moi, ça me fait, je pense, gagner un peu de temps, quoi. D'accord. Donc, en gros, tu es sur une V0 plutôt finie, bien propre, et tout en ayant la vision long terme. Ouais, c'est ça. Et potentiellement, ça peut bouger parce que feature ou parce que problématique technique, etc. Ouais, etc. ça pourra bouger un peu, mais l'idée, c'est de pas... une fois que la V0 est posée, il y a des blocs qui se rajoutent, mais que ça ne modifie pas toute l'interface derrière. D'accord. Et dans votre façon de travailler, j'imagine que vous êtes en classique agile. Sur des cycles courts. Et comment le designer est intégré dans l'équipe technique? Il est intégré à l'équipe Agile ou non, c'est un élément à part qui va plutôt fonctionner en amont ou en aval? Je dirais que c'est un peu un élément à part. En fait, vu que j'ai
un peu la double casquette. Moi, j'ai travaillé un peu plus en amont des sprints sur ce qu'il faut faire. Mais en général, la partie design, elle est vue pas mal en amont aussi parce que j'ai besoin d'itérer quand même plusieurs fois avant d'arriver à une solution qui réponde bien à la demande. Et après, du coup, les sprints techniques sont vus ensuite. Mais ouais, c'est pas trop intégré. D'accord. Et j'ai pas vu trop, de mes expériences passées, trop le design intégré au sein des sprints. Enfin, un petit peu peut-être chez AXA, mais pas là. Et après, j'interviens sur les fins de sprint pour plutôt le recettage ou faire des retours, ou revoir certains éléments qui manquaient pendant le sprint. Mais ouais, non, sinon, le travail est plutôt fait en amont. D'accord, il n'y a jamais d'ajustement avec les développeurs dans le sens… oui, Si, classique. après, forcément, il y a forcément des éléments. J'essaie d'anticiper, mais il y a forcément des éléments oubliés ou des questions techniques que je n'ai pas posées et qui font qu'on revoit un petit peu. Okay. C'est sûr. Donc, effectivement, je suis quand même le sprint, les versions pré-prod au fur et à mesure de leur développement. Okay. Merci. Merci. C'était quand même une bonne question, David, avec un bon développement. Voilà. Une autre question? On reste sur l'excellente question de David pour ce soir. Est-ce que vous avez envie encore une fois, d'interroger Ophélie? C'est le moment ou jamais. N'hésitez pas. Et du coup, Ophélie, si tu devais recruter un designer, quelles seraient ses principales compétences? Quelles seraient les principales compétences qui seraient nécessaires pour rejoindre Winou quand on est designer? Je pense que vu la taille de notre équipe, je pense pour moi, il faudrait quelqu'un qui soit suffisamment autonome sur son poste, en fait, et qui ait un petit peu les capacités dont je parle au début sur le métier de designer. Justement, c'est de savoir, en fait, pour pouvoir vite rentrer dans le produit et arriver à concevoir quelque chose, savoir communiquer en fait avec, pour moi, les pôles techniques et business, surtout business au départ, à fond, parce que c'est vrai qu'on est sur un produit assez gros avec beaucoup de fonctionnalités et il faut avoir cette capacité, je pense, d'ingurgiter toute cette connaissance en amont pour pouvoir ensuite travailler sur le produit design et que le designer n'ait pas peur d'aborder les sujets techniques et de poser les questions pour arriver à faire son travail. Entendu. Merci beaucoup. C'est à peu près tout. Ouais. Merci. Merci. Sauf si quelqu'un se lève brutalement et pose une dernière question, effectivement, je pense qu'on va peut-être s'arrêter là. Et puis libérer Ophélie, et puis vous libérer. Il est 19h, heure de Paris, heure de Nantes plutôt. Voilà. La présentation là de ce soir va être enregistrée et va être communiquée sur la chaîne YouTube du chapitre. Hein. Donc ce sera posté sur les comptes sociaux du chapitre une fois que la mise en ligne sera définitive. On va essayer de traiter ça assez vite pour que ce soit disponible d'ici à ce week-end, par exemple. Voilà, donc si vous avez pris l'enregistrement en cours de route, je sais que certains sont arrivés un peu tardivement, vous pourrez retrouver la totalité de la présentation sur notre chaîne YouTube. D'ici là, je vous souhaite une bonne soirée. On aura un prochain rendez-vous Product Design, je pense. Renaud, on fait ça quand? Au mois de février, c'est le 17, c'est ça, si je ne m'abuse. 17 février. Voilà. Si tout va bien. Si tout va bien, on est encore en recherche d'intervenants, hein, donc n'hésitez pas à vous manifester si ça vous intéresse d'ailleurs de venir partager dans cet espace-là. On sera ravis d'avoir des propositions aussi à traiter. Tout à fait. Et puis donc n'hésitez pas à envoyer un email à nantes@xda.org.
on sera ravis d'y répondre. Voilà. Merci à toutes et à tous. Merci encore Ophélie. Merci beaucoup. Dense et intéressant. Et puis effectivement, le contexte B2B n'est pas forcément celui qui est le plus médiatisé. Donc c'était intéressant de pouvoir partager aussi cette expérience particulière et ce contexte particulier de travail. À très bientôt. À bientôt. Passez une bonne soirée. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci, au revoir.